Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Vous regardez le Best-of, une sélection de nos meilleurs reportages tournés à travers le monde. Au programme, la communauté gay de Russie se révolte contre la volonté du gouvernement d'appliquer une loi anti-homosexuelle à travers le pays. France 24 rencontre Kader Adnan, un prisonnier palestinien qui a obtenu sa libération après une grève de la faim de 66 jours. Et enfin, nous vous emmènerons en Espagne, au cœur du scandale des bébés volés. Mais d'abord, on l'appelle le plus haut champ de bataille du monde. Le glacier du Siachen, dans la région du Cachemire, est au cœur du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Depuis l'indépendance des deux pays en 1947, 3 guerres ont éclaté. Un cessez-le-feu a été mis en place en 2003. Mais les tensions territoriales et politiques pèsent toujours sur la région. Pour les troupes déployées sur le terrain, le pire ennemi, c'est surtout la météo. 140 soldats et civils pakistanais ont été engloutis par une avalanche début avril. Leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés. Noémie Leuler. Aujourd'hui clémente, la météo permet enfin l'acheminement de matériel de secours supplémentaire. C'est très difficile, mais c'est la vie d'un soldat, c'est notre devoir. Nos frères sont toujours ensevelis là-bas, nous devons les aider. Aider, ou plutôt offrir une sépulture digne à ces 140 frères d'armes, piégés sous une avalanche le 7 avril dernier. Ils étaient postés dans le nord du Cachemire, à près de 5000 mètres d'altitude. La masse de neige, de glace et de pierre que vous voyez là, cela représente une couche de 60 à 75 mètres au-dessus du niveau du sol. Les opérations de secours se poursuivent pour déblayer la zone, mais aucun corps n'a pour l'instant été retrouvé. Alors que les derniers combats remontent à 2003, ce ne sont plus les Indiens, mais l'environnement qui est hostile. Pourtant, plus de 3000 soldats pakistanais sont maintenus ici, dans des bases situées jusqu'à 6700 mètres d'altitude. Tout se passe bien, nous sommes là depuis 1984, nos troupes sont ici et nous n'avons pas de problème. Tout le monde nous soutient, nos troupes sont motivées et nous sommes là pour servir notre nation. Ce discours policé contredit la réalité du terrain. La nature tue un militaire pakistanais tous les 4 jours en moyenne, sacrifié au nom du patriotisme. Il y a un agresseur qui a agressé, qui s'est emparé de cette zone. Et s'il n'avait pas été stoppé sur une ligne de front, il serait allé plus loin. Donc nous avons mis en place des positions pour l'arrêter. Et tant qu'une résolution n'aura pas été prise, nous devrons rester et défendre notre terre. Une résolution du conflit désormais prônée par l'homme fort du pays. Le chef de l'armée joue la carte de l'ouverture. Une coexistence pacifique entre les deux voisins est très importante. Parce que finalement, la sécurité d'un pays, ce n'est pas seulement quand on sécurise les lignes, les frontières physiquement. Mais c'est quand la population qui vit dans ce pays est heureuse. Ce changement de discours enchante les défenseurs des droits de l'homme qui plaident pour la démilitarisation de la zone. Je pense que l'armée pakistanaise est très sérieuse à propos de cela et veut réellement que ce conflit soit résolu. Mais encore une fois, il s'agit de fierté, donc j'espère que ça ne rentrera pas en ligne de compte. Si vous me le demandez, je pense que l'on devrait retirer nos troupes en premier. Cette option n'enthousiasme pas l'armée pakistanaise. Quant à l'Inde, elle se dit aussi prête à rouvrir les pourparlers de paix, à condition qu'Islamabad lutte plus activement contre les groupuscules terroristes actifs sur le territoire indien. Direction la Russie, où le gouvernement veut mettre fin à ce qu'il appelle la propagande homosexuelle. Dans 4 villes russes, y compris à Saint-Pétersbourg, une nouvelle loi pénalise désormais la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Une loi controversée qui provoque la colère de la communauté gay. Sur place, Ksenia Bolchakova. Dans ce petit tribunal du centre de Saint-Pétersbourg, première journée d'audience pour 2 militants de la cause gay. Toute la presse locale est là. Sergueï et Igor sont les tout premiers dans le pays à être poursuivis pour propagande de l'homosexualité auprès des mineurs, une loi qui fait scandale. N'importe quel juriste compétent comprend l'absurdité de cette loi.
Elle contredit la constitution russe et même le code des infractions administratives selon lesquelles une partie de la population ne peut discriminer une autre partie de la population. Pourtant, il risque jusqu'à 12 000 € d'amende. Son crime, avoir participé à cette petite manifestation de défense des droits des homosexuels. Une action rapidement interrompue par les forces de l'ordre. Igor en est certain aujourd'hui, son arrestation était illégale et surtout très injuste. Ce jour-là, on célébrait juste notre annuelle journée du silence, une action pour dénoncer les crimes contre les gays. Et cette fois-ci, l'action était plus symbolique que jamais car avec cette loi, les autorités nous ont vraiment muselés. Une loi votée par le conseil municipal et portée par cet homme, Vitaly Milonov. L'auteur de ce texte est un élu local très croyant. Il nous reçoit dans son bureau sous le portrait bienveillant du patriarche. Sa ligne politique est simple, dit-il, défendre la morale chrétienne et sauver la famille de la menace gay. Même les sodomites naissent de l'union d'un homme et d'une femme. Ce ne sont tout de même pas des bactéries qui se multiplient. Et ces gens-là, aujourd'hui, essaient de nous faire croire que l'on doit mettre sur le même plan l'union entre un homme et une femme décidée par Dieu, dont le résultat est la naissance d'un enfant, et d'autres types d'unions dont ne résultent que des maladies vénériennes, le cancer et le sida. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Un discours homophobe qui ne choque pas à Saint-Pétersbourg. D'après un récent sondage, 80% des habitants de la ville le soutiennent. Les militants gays qui ont porté plainte contre le député sont même souvent pris à partie par les habitants, comme le montrent ces images de la télévision locale. Ces activistes sont systématiquement arrêtés par la police. Et la situation ne risque pas de s'arranger. La loi, déjà adoptée dans 4 villes russes, pourrait devenir nationale. La Douma, le Parlement, étudie en ce moment l'éventualité de son application à l'échelle du pays entier. La bataille des ventres vides. Des centaines de détenus palestiniens seraient en train de faire une grève de la faim. Ils protestent contre une procédure de détention qui permet aux autorités israéliennes d'incarcérer quiconque jugé à risque, sans inculpation et sans procès. Tout commence avec la détention d'un boulanger, Kader Adnan, qui s'est privé de nourriture pendant près de 2 mois avant d'être finalement libéré. Notre reporter Gallagher Fenwick a rencontré cet homme. Il est considéré comme un héros par les Palestiniens, mais comme un activiste dangereux par Israël. Kader Adnan dit que c'est au prix de la grève de la faim la plus longue de l'histoire des prisonniers palestiniens qu'il a vaincu les autorités israéliennes. Elle le soupçonne d'activités portant atteinte à la sécurité régionale et d'être l'un des leaders du djihad islamique, considéré comme une organisation terroriste par Israël. Il n'a jamais rien admis et nous affirme qu'il n'a rien à cacher. Je suis un homme honnête, je vous parle en toute sincérité. Je ne suis pas sournois ou menteur et personne, ni vous, ni qui que ce soit, ne peut me provoquer avec de telles allégations. L'ancien détenu qui a passé 66 jours sans se nourrir pour dénoncer la détention administrative à laquelle il a été soumise, sans qu'aucune charge ne pèse contre lui, est devenu un héros pour de nombreux Palestiniens. Il a défendu les droits des prisonniers et ceux des détenus administratifs qui n'ont pas de procès. C'est une pratique arbitraire que les Israéliens utilisent contre le peuple palestinien. Kader Adnan nous explique que les drapeaux du djihad islamique qui flottent au-dessus de sa maison ont été mis là par des voisins. À l'intérieur, les soutiens sont nombreux. Il refuse de manger devant la caméra par solidarité avec les centaines de prisonniers palestiniens qui ont décidé eux aussi d'entamer une grève de la faim. Kader Adnan considère qu'il a remporté sa bataille par la non-violence, mais implicitement, il n'exclut pas l'usage des armes pour autant. C'est ma longue expérience individuelle face à l'occupation israélienne et à son gouvernement qui m'a poussé à aller jusqu'au bout. Notre peuple utilise les moyens de résistance qui sont nécessaires. Un jour, on résiste comme ça, et le suivant, on résiste d'une autre manière. Jusqu'à son village, il raconte chaque étape de sa grève de la faim record devant un public fasciné par son récit.
Oh mon Dieu, je vomissais beaucoup, des choses bleues et vertes sortaient de mon estomac, je ne sais pas quoi. Du sang et de la bile aussi, mais entre les jours 58 et 66, tout est allé beaucoup mieux. C'était encore plus facile que les 38 premiers jours. Khader, qui est étudiant en économie, possède également une boulangerie. Il dit qu'il réfléchit à son futur proche, mais certains ici craignent qu'il ne soit bientôt, à nouveau, de retour en prison. Volés, puis vendus ou adoptés, environ 150 000 bébés espagnols auraient été retirés à leur mère au sein même de la maternité à partir des années 40. Des médecins, infirmières et des religieuses prétendaient que les nouveau-nés étaient morts pendant l'accouchement, alors qu'en réalité, ils étaient donnés à des familles plus riches et plus adeptes au franquisme. Adlim Percept, Clément Perrault. À Madrid, nous avons rencontré une mère qui cherche son fils depuis que la maternité lui a dit qu'il était mort sans lui avoir montré le corps. Soledad a réuni beaucoup d'éléments troublants. Son bébé, né il y a 32 ans, pourrait faire partie des bébés volés. Aujourd'hui, si je vois un garçon qui semble avoir son âge et a des traits qui ressemblent au physique de ma famille, je demande s'il a des frères et sœurs, s'il vit dans le coin depuis longtemps. J'enquête. 130 à 150 000 nouveau-nés auraient ainsi été volés à leur mère depuis les années 40. À l'origine, le trafic a été créé par idéologie franquiste. On enlevait leurs bébés à des mères républicaines pour les faire adopter par des familles jugées convenables, proches du régime. Mais ces réseaux d'adoption illégales impliquant médecins, infirmières et religieuses ont perduré bien après la fin de la dictature, jusque dans les années 90. Il y a un concept qui traverse toute la période, à savoir celle de la supposée charité chrétienne. L'idée de cette charité chrétienne est de faire le bien par ce type d'adoption, changer un enfant de famille et tout cacher à tout le monde. Cette façon d'agir a fonctionné jusqu'à une période très récente. Soledad est l'une des rares en Espagne à voir son cas étudié par la justice. Elle partage son expérience avec d'autres victimes présumées, notamment son amie Sol, qui recherche son frère jumeau et a créé une association aidant les familles à retrouver leurs proches. On te donne plusieurs causes de la mort du bébé, c'est ça? J'ai des documents différents et au total 3 versions sur la mort du bébé. Et ça, le juge l'a pris en compte pour ouvrir ton dossier, n'est-ce pas? Oui, il a pris en compte que ce bébé était censé être mort 3 fois. Ces histoires semblent réellement sorties tout droit de films d'horreur. Dans presque tous les cas, le nouveau-né soi-disant mort n'était jamais montré aux familles. C'était le célèbre juge Garçon qui, avant d'être démis de ses fonctions, avait souhaité ouvrir une enquête sur les bébés volés du franquisme. Comme lui, ces familles qui manifestent régulièrement devant les tribunaux de Madrid demandent que ces affaires ne puissent pas être prescrites. Vraiment, c'est un grand scandale parce que durant 50 ans, on considère que nos institutions nous ont trompés. Je ne savais pas qu'une telle chose existait, qu'il y avait à l'époque des bébés volés. Le drame de ces familles suscite beaucoup d'émotions en Espagne. Un premier pas a été réalisé par le gouvernement Rajoy, qui a promis de mettre en place une banque de données gérée par l'État, facilitant les recherches de ces bébés volés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'infos, de débats et d'interviews, restez ici sur France 24.